Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Validation de l'avant-projet de loi électorale. Pourquoi les travaux sont-ils boycottés par des partis politiques? Les travaux de l'avant-projet de loi électorale ont pris fin ce vendredi 5 novembre à Bamako. Le cadre d'échange des partis politiques et regroupement des partis politiques pour une transition réussie à boycotter les travaux. Pourquoi? Quelle est l'importance de cet avant-projet de loi électorale? Qu'est-ce qui peut changer? À quoi faut-il s'attendre avec ce boycott? Studio Tamani pose donc le débat avec nos invités. Sidi Touré, secrétaire à la communication du Parena, Parti pour la Renaissance nationale. Cheikh Oumar Doumbia, analyste politique. Nuhun Togo, président du parti Union pour la sauvegarde de la République UCR. Je suis Imrana Kilomaya, invité, auditeurs, téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Jusqu'à 18h10, les discussions se poursuivent ici à Bamako sur cet avant-projet de loi électorale. Nous, en Togo, votre parti participe aux discussions. Qu'est-ce qui anime le débat? Le débat, c'est, comme vous le savez, depuis des années, c'était l'objectif recherché entre les hommes politiques, la classe politique et la société civile de revoir tout ce qui est la loi concernant les élections. Si vous avez souvenance, l'Union européenne en son temps avait demandé au régime de ne pas organiser les élections sur leur rapport en disant qu'il y a beaucoup de couacs et beaucoup de choses qu'il faut revoir pour une organisation d'élections transparente et crédible. Mais en son temps, le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas suivi les consignes, n'a pas voulu relire les textes. Ils ont forcé pour aller à une élection que tout le monde a suivi les UCI. Une élection qui a été, d'autres ont été nommés, d'autres ont été des députés spoliés, d'autres députés se sont imposés une cour constitutionnelle qui a donc créé des problèmes. Alors aujourd'hui, nous pensons que ces textes-là, il y a beaucoup de choses à revoir là-dedans. Par exemple, nous prenons l'exemple, le cas de Kati, avec 7 députés. Souvent, vous partez 2 partis, je prends un parti USR et un parti Parena. Si nous avons 51%, eux, ils ont 49%, nous prenons les 7 députés. Nous pensons que ce n'est pas juste. Il faut revoir ces textes-là et adapter à la réalité pour que nous puissions ensemble être à l'Assemblée nationale et revoir aussi les textes. Comme vous le savez, depuis 1992, il y a les 10 millions de Maliens qui ont pu mettre ensemble l'Assemblée de 147 personnes. Il faut aujourd'hui, nous sommes à plus de 23 à 24 millions de Maliens. Il faut revoir au moins les ratios pour qu'on puisse augmenter. Donc c'est à ce niveau que nous sommes en train de discuter, d'échanger. J'ai un représentant là-bas qui représente le parti l'Union pour la sauvegarde de la République. Et nous sommes en train de travailler pour voir comment nous pouvons harmoniser la position. Comme vous l'avez dit, d'autres partis politiques n'ont pas participé. Nous allons échanger là-dessus. Et nous allons venir aussi. Ce n'est pas beaucoup de partis politiques. Vous avez dit que ces textes souffrent alors qu'en 2018, il y a eu une modification des textes de la loi électorale. Oui, ça a été fait dans quelles conditions, comme vous le savez? Parce que ceux qui sont au pouvoir, le prince du jour, ils ont imposé une vision que tout le monde n'était pas d'accord. Vous avez remarqué que les faits Soumaïla, nous avons presque boycotté en disant tout simplement que tout ce que nous avons demandé n'ont pas été pris en compte en son temps. L'administration territoriale, avec l'Assemblée en son temps, ont imposé une vision qui ne prenait pas en compte l'aspiration du peuple. Sidi Touré, le cadre d'échange des partis politiques boycotte les travaux. Quelles sont les raisons de ces boycotts? Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je vous informe que mon parti n'appartient pas au cadre de concertation pour une transition réussie. Mais est-ce que votre parti participe aux échanges? Mais le Parena ne participe pas à cette rencontre-là parce que nous estimons que toutes les réformes majeures que le gouvernement veut entreprendre ne se font pas dans un cadre consensuel. Le Premier ministre pose un certain nombre d'actes qui vont dans le sens de la division des Maliens. Or, le pays a besoin de rassemblement autour d'un certain nombre de questions. Il est extrêmement difficile aujourd'hui d'opérer des réformes majeures sans un consensus de la classe politique. Donc pour nous,
ce travail-là est une fuite en avant. Il y a trop de cacophonie au sommet de l'État. Si vous vous souvenez bien, le ministre de l'administration territoriale a réuni les partis politiques pour modifier cette loi électorale. Des décisions ont été prises et par la suite, on les a rangées dans les tiroirs. Et par la suite, le Premier ministre aussi a essayé justement de créer un autre cadre pour pouvoir modifier la loi électorale. Donc pour nous, au Parena, il y a une cacophonie au sommet de l'État. Il y a des divisions majeures au sein de la classe politique et de la société civile. Donc il faut travailler pour rassembler les Maliens autour de ces questions essentielles. Vous venez de le dire que le Premier ministre procède à des actes de division des Maliens. C'est quoi ces actes de division des Maliens? Les actes de division sont par exemple le refus d'écouter. Ces actes de division vont dans le sens de ces discours à la télé où il disait par exemple, par rapport aux assises nationales de la refondation, les partis politiques ne constituent pas les seules forces représentatives du pays. Et venant de la part des non politiques, pour nous, c'est étonnant, c'est surprenant. C'est une façon simplement pour le Premier ministre de dévaloriser, de dégrader les partis politiques. Or, c'est à lui de travailler pour conforter, renforcer les partis politiques si on veut avoir une véritable démocratie. Donc, pour nous, le Premier ministre, il travaille tous les jours pour diviser davantage les Maliens. Donc, raison pour laquelle nous n'avons pas participé à cette réunion-là. Le Premier ministre travaille pour diviser le Malien, oui, aux échanges électoraux selon Nouhoun Togo, dont son parti participe. Alors, quelle est votre lecture face à cette division entre la classe politique par rapport à l'organisation de ces échanges autour de la loi électorale? Déjà, la première chose qu'il faut mettre la chose dans un contexte, on va dire, textuel, ce qui est très important, parce que moi je pense qu'aujourd'hui, que ce soit les partis, que ce soit les dirigeants actuels et même certains de leurs prédécesseurs, ils sont dans une activité qui consiste réellement à mettre le problème sur l'homme qui porte l'initiative. Donc très généralement, on remet en question l'homme, comme le Parena l'a dit, et on remet en question l'homme, comme Noutogo l'a dit, en disant que le régime Ibeka n'avait pas écouté ou avait fait en 2018 un travail incohérent. Donc très généralement, c'est une personnification de la chose publique. Donc il faut déjà sortir de là. Qu'est-ce que les textes disent? Les textes disent que si on révise la loi électorale, en tout cas en se conformant à la charte de la CEDEAO, nous devons au moins s'attendre 6 mois avant les élections. C'est ce que la charte de la CEDEAO impose à ses États membres. Il ne peut pas y avoir de modification de loi électorale après, à moins de 6 mois des élections. Donc quand c'est comme ça, aujourd'hui, aller à ces échanges, c'est accepter qu'il n'y ait pas d'élection peut-être en février. Si on suit les textes, d'accord, et qu'on sort de ces questions-là. Alors, pour beaucoup de partis politiques, les élections en février est un must. Ils ne veulent faire aucune concession en la matière. Et cela est justifié. Parce que les partis politiques sont en quelque sorte responsables de la vitalité démocratique de notre nation. Donc s'ils acceptent réellement que l'on puisse avoir un jeu de jambes sur les questions telles que la tenue d'élections avec tous les engagements qui ont été pris, ils acceptent de faillir dans leur rôle. Mais aussi, certains partis politiques qui pensent que c'est adéquat parce qu'il existe des raisons endogènes qui imposent réellement la nécessité des réformes, cela aussi est justifié. Donc, on se retrouve dans un cas de figure où il y a un besoin, une nécessité, mais la véritable question reste et demeure, est-ce que la période y est favorable et est-ce que l'on a réussi réellement à rassembler les acteurs? Maintenant, mais selon vous, est-ce que la période est favorable à cette relecture de loi électorale? La question de la période, on ne peut y répondre qu'en se fiant à la charte de la transition elle-même, qui définit comme objectif de la transition la mise en place des bases pour ces réformes. Pas l'exécution des réformes, mais la mise en place des bases. Donc la transition aujourd'hui, en tout cas,
n'est pas conforme, l'effort des dirigeants de la transition ne sont pas conformes à ce que la charte réclame. La charte réclame qu'ils travaillent à mettre en place les bases et non qu'ils s'exécutent réellement à changer, à faire ces réformes-là. Cela va nous amener à quoi? Parce qu'un jour, comme ils viennent de le dire, hein, quelque part, c'est l'homme qu'on va questionner. Et si dans quelque temps, les partis politiques vont dire, bon, nous n'avons pas participé et cette charte ne nous engage pas et nous y sommes opposés. Ça veut dire que la durée de vie elle-même des travaux qui sont en cours ne sont pas vraiment longues parce qu'on va les discuter encore une fois. Mais quelque chose encore qui va revenir et qui va être clé dans cette démarche-là, c'est vrai, on le dit souvent, les partis politiques qui ne sont pas à la table ne sont pas nombreux, mais parlons de qualité et non de quantité. Parce que en matière de politique, il y a des questions de qualité. Les partis phares. Où sont les partis phares? Si nous n'avons pas l'EPM à la table et que nous n'avons pas l'URD, par exemple, à la table, même si nous avons 20 autres partis, nous savons que ça, c'est des forces majeures. Et lorsque les forces majeures ne sont pas à la table et que la situation se transpose, comme l'a fait le M5, ces forces majeures prennent la rue demain par rapport à ces échanges-là. Que dirons-nous de notre propre démocratie? Le Premier ministre procède à des actes pour diviser les Maliens. Et le Premier ministre dévalorise les partis politiques, selon Sidi Touré. Alors, est-ce le cas aujourd'hui? Je ne crois pas. Sidi ne veut pas me dire le contraire. Le Premier ministre, il dit que le Premier ministre n'écoute pas. Le Premier ministre a rencontré Sidi, lui, son président. Hein? Ils se sont rencontrés, ils ont discuté. Sidi ne peut pas dire le contraire. Le Premier ministre a rencontré tous les partis politiques. Je dis, il y a un processus de rencontre qu'il est en train de faire et ils ont été rencontrés, qui est bien. Sidi était à la rencontre. Il ne peut pas me dire le contraire pour dire qu'il n'écoute pas. Et deuxièmement, pour dire que ce qu'il a dit, ce n'est pas seulement les partis politiques, les acteurs majeurs de la politique. Ça, c'est très clair aussi. Soyons quand même justes. Il y a des acteurs, ce qu'on appelle la société civile. Si on essaie de revoir même l'organisation même de la société, l'organisation même de la classe politique, il y a trois responsables majeurs. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les partis politiques. Deuxièmement, on appelle la société civile. Troisièmement, il y a des gens, ça veut dire, pour la société civile, on peut mettre tout ça. Au niveau de la politique, il y a deux tendances. Ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont à l'opposition. Aujourd'hui, si nous prenons le cas des partis politiques, qui n'est pas à la table, ils sont minimes. Et le pouvoir est tombé dans leurs mains. Et c'est au Mali. Parce que si ce n'est pas au Mali, dans d'autres pays, comme on le dit, excusez-moi l'expression. Mais par rapport à ces textes de loi, qu'est-ce qui doit être modifié ou changé dans cette nouvelle? C'est un débat, ils n'ont pas fini. La résolution va tomber dans les jours à venir. Comme je l'ai dit, je t'ai dit les grandes lignes. Aujourd'hui, l'organisation, la façon d'organiser les élections, les méthodes d'organisation, réviser donc, ça veut dire les modalités d'organisation des élections, tout ça on va revoir. Mais ceux qui n'ont pas participé, ils sont combien? Disons clairement. Il y a aujourd'hui le RPM qui n'a pas participé. Je comprends parce que le pouvoir est tombé. Normalement, il ne devrait même pas participer. On a vu le cas dans d'autres pays. En Guinée aujourd'hui, en Guinée, donc on a vu le cas très clair. Tous ceux qui ont travaillé avec aujourd'hui Alpha Condé sont à la touche. Si c'était hier, on a vu en 1968 ici, ceux qui ont donc été, après le coup d'État, on a condamné les gens, d'autres ont été... Il y a même eu une loi pour les interdire de faire la politique. En 1991, la même chose s'est passée. Autant Amadou Toumani Touré, tous ceux qui étaient acteurs du PDS, on les a mis à côté. Aujourd'hui, on vous donne la possibilité d'étudier ceux qui étaient dans le pouvoir, la gestion du pouvoir. Jusqu'au lendemain du pouvoir, ils étaient là-dedans. Si le pouvoir tombe avec vous, qu'est-ce que nous avons à recevoir de vous? Il y a deux tendances. Cette tendance qui s'est battue pour avoir sorti dans la rue. Le moment où on sortait, d'autres disaient il faut tirer ce mot. Et aujourd'hui, on leur donne la possibilité de parler. C'est ça être démocrate. Et c'est ça accepter la démocratie. Parce que pour nous, revenons à la modification de la loi électorale. En 2018, il y a une loi électorale qui a été modifiée. De quoi souffre cette loi? Je t'ai donné l'exemple, donc aujourd'hui, comment les gens doivent participer aux élections. Il s'agit aujourd'hui des quotas. Il s'agit aujourd'hui de l'organisation même des élections. Il s'agit aujourd'hui de mettre l'organe unique. Hier, il n'y avait pas l'organe unique. Aujourd'hui, nous sommes d'accord sur le principe parce que nous avons arrêté à la table ronde qu'il y aura ce qu'on appelle l'organe unique. Le principe est arrêté, comme vous le savez. L'organe unique va permettre, à travers l'organe unique,
l'organisation, ça veut dire certaines prérogations, on va prendre avec l'administration du territoire pour donner à l'organe unique. Il faut réviser cet aspect-là pour que l'organe unique soit érigé en structure de gestion composée de 9 personnalités. Et comment aussi, nous allons expliquer aux gens comment on doit recruter ces gens-là, tout ça. Donc dans les textes, il faut prendre tout ça en compte, voir aussi ce que nous pensons qu'on ne peut pas retirer avec la Cour suprême, parce que ça c'est l'aspect constitutionnalité, et revoir tout ça, modifier ce qui est modifiable, donner le pouvoir à ceux qui doivent organiser pour que nous puissions aller là-dedans au tandem en prenant en compte l'aspiration des uns et des autres. Aujourd'hui, d'autres sont en train de critiquer Choguel. Pourquoi? Parce que hier, tout le monde était d'accord avec l'organe unique. Mais Choguel, nommé le lendemain, la majorité dit que nous sommes contre Choguel, nous ne sommes pas pour l'organe unique. Ce n'est pas la personnalité de Choguel. Aujourd'hui, qu'on veut ou pas, Choguel a fait bouger la ligne. Et Choguel, à travers l'honneur et la dignité, c'est que les Maliens sincères se reconnaissent dans sa façon aujourd'hui de gérer le pays. Mais les gens peuvent amener la chose en disant non, il est en train de restaurer, c'est un idépénisme. Hier, tous ces gens-là étaient idépénistes. D'accord. Sidi Touré, votre parti, il venait de le dire, a rencontré le Premier ministre. Au cours de vos échanges, est-ce que vous avez parlé de cette loi électorale? Effectivement, j'ai participé à la rencontre avec le Premier ministre. On lui a même remis un document, nos propositions de sortie de crise. Après, on lui a envoyé 3 lettres jusqu'à preuve de contraire. Nous n'avons pas reçu accusé-réception. Les 3 lettres étaient 3 lettres. On a envoyé 3 lettres au Premier ministre pour attirer son attention sur un certain nombre de choses qui se passent dans le pays. Jusqu'à preuve de contraire, on n'a même pas reçu un accusé-réception. Mais est-ce la raison pour laquelle ce n'est pas la raison. Nous avons dit qu'il y a la transition doit être une transition inclusive. Donc pour nous, l'inclusivité ne signifie pas participer aux organes de la transition, mais l'inclusivité symbolise quoi? Et faire appel à tout le monde, associer tout le monde à la prise de décision. Mais vous avez été appelé pour... Non, s'il vous plaît, associer tout le monde à la prise de décision. Mais en écoutant tout de suite Noun Togo, il a le discours d'un triomphaliste. Nous avons gagné. Non, quand vous l'écoutez, il dit par exemple en Guinée, ceux-là par exemple, c'est-à-dire qui ont été vaincus, et certains ont été même mis en prison. C'est clair. Donc vous voyez déjà qu'ils ne sont pas dans l'esprit de rassemblement. Ils ne sont pas dans l'esprit de l'inclusion. Ils veulent tout simplement exclure certains parce qu'ils sont arrivés à faire sauter les institutions de la République par goût du pouvoir. Ils ne sont pas capables de gagner une élection. Ils ont fait descendre, c'est-à-dire que les gens dans la rue. Et aujourd'hui, ils pensent que le Mali est leur propriété privée. Mais moi, je ne vous suis pas. Vous avez dit tout à l'heure que le Premier ministre vous a appelé et vous avez discuté ensemble. Non, il ne nous a pas appelé, c'est nous qui on a décidé de le rencontrer pour faire un certain nombre de propositions par rapport aux assises. On a clairement dit à M. le Premier ministre que les assises nationales de la refondation sont inopportunes. Ces assises, s'il vous plaît, laissez-moi continuer. Ces assises vont diviser davantage les Maliens. Et par rapport à l'organe unique de gestion des élections, nous avons dit clairement que nous sommes pour l'organe unique de gestion des élections. Mais il y a un problème qui se pose. Pour pouvoir mettre en place un organe unique indépendant, il faut forcément toucher aux prérogatives de la Cour constitutionnelle et de l'égal accès aux médias d'État. Nous avons dit ça au Premier ministre. Et nous lui avons demandé de tout faire pour rassembler les Maliens autour de l'essentiel, notamment la sécurisation du territoire et le retour à l'ordre constitutionnel. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous avons constaté? Il a pris bonne note, mais dans la pratique, le Premier ministre, il travaille simplement dans l'optique de prolonger la transition. Il travaille pour exclure davantage les Maliens. Parce que quand j'écoute son porte-parole, nous, on Togo, mais bien entendu, non, moi, je suis un parti. Qui est son porte-parole? La preuve. Il dit que vous avez, dans certaines circonstances, certains ne doivent même pas parler parce que vous avez fait sauter les institutions de la République et vous avez droit de vie et de mort, c'est-à-dire que sur les Maliens qui ne partagent pas la même vision que vous. Je suis vraiment désolé. Le Mali se trouve dans une situation extrêmement grave. Vous venez de le il faut travailler
ton mentor a participé à cette mauvaise gestion-là. Sidi, en même temps, votre parti dénonce une mauvaise foi des autorités d'organiser les élections. Estimez-vous qu'avec l'ancienne loi, les élections pourraient se tenir? Non, nous avons dit qu'on n'est pas contre la modification de la loi électorale. Nous ne sommes pas contre la mise en place. Nous avons même dit que par rapport à ces élections-là, le statu quo ante ne peut pas demeurer. Ça veut dire quoi? On ne peut plus faire confiance à l'administration territoriale pour organiser des élections libres et transparentes en République du Mali. Tout le monde connaît, c'est-à-dire que la raison de ce soulèvement populaire-là, c'est dû à la mauvaise organisation justement des élections législatives. Nous avons dit qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire qu'un organe transitoire qui va nous permettre au moins d'organiser l'élection présidentielle. Et quand on a le président de la République qui constitue la clé de voûte de nos institutions, à partir de cet instant-là, on peut organiser, c'est-à-dire que les autres scrutins et opérer les réformes majeures. C'est ce que nous avons dit au Premier ministre. Mais tout ce travail-là doit se faire dans la concertation, dans le dialogue, dans le rassemblement, dans le consensus. Et on a constaté que lors d'une rencontre avec le Premier ministre, il y a des partis politiques qui étaient présents. Et au cours de cette rencontre-là, quand des voix discordantes s'opèrent, mais ces voix-là sont huées dans la salle. Mais quand les responsables du M5 prennent la parole, ils sont applaudis. Nous pensons que ce n'est pas sérieux. Ça veut dire que jusqu'à preuve de contraire, nous n'avons pas pris la mesure, la gravité de la situation. D'accord. Sidi Touré estime qu'il n'y a pas d'inclusivité autour de ces échanges sur la loi électorale. Faudrait-il s'attendre à des risques à la fin de la transition par rapport aux réformes qui ressortiront de cette loi électorale? Sincèrement, à mon humble avis, je pense que c'est des réformes qui sont mornées. Pourquoi? Aujourd'hui, non, pas du tout. Pas parce qu'il n'y a pas tel ou tel acteur, mais parce qu'il n'y a pas de consensus. C'est très important. Quel que soit encore une fois les acteurs qui sont pour et les acteurs qui sont contre, lorsque nous n'avons pas de consensus, nous n'aurons pas de durabilité. Et on ne peut pas maintenant, moi je suis désolé, hein, Nuntogo, et il va falloir le dire clairement, aujourd'hui vous êtes dans cette dynamique-là, de dire qu'il y a des Maliens sincères et qu'il y a des Maliens qui ne sont pas sincères. Moi je suis désolé, diriger une nation et prétendre servir cette nation, c'est réellement mettre l'ensemble de ses fils au même niveau, au pied d'égalité. Pas s'ils veulent, même ceux qui ne sont pas d'accord, c'est réussir à les convaincre qu'ils font la valeur d'un leadership. Si aujourd'hui nos gouvernants n'arrivent pas à convaincre l'ensemble du peuple, au moins la grande majorité du peuple, d'être d'avis avec eux, ça veut dire qu'ils ont une panne réellement dans leur démarche. Mais cela dit, que cela soit dit, la nécessité des réformes, comme je l'ai dit dans la première allocution, la nécessité des réformes est irréfutable. Personne ne peut réfuter qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire des réformes. Mais cette méthode qui consiste à progresser tête baissée, quel que soit qui est là, qui n'est pas là, est une mauvaise méthode. Et c'est ce que le M5 déjà avait reproché à leurs prédécesseurs. Donc aujourd'hui, travailler dans la même ligne, diviser les Maliens, et de part et d'autre, hein, des partis politiques, de part et d'autre, que ce soit ceux qui sont d'accord avec les réformes, que ce soit ceux qui ne sont pas d'accord avec les réformes, ils sont toujours dans cette dynamique de pointer du doigt, d'indexer, de qualifier, au lieu de faire réellement le travail que nous attendons de nous en tant que peuple et en tant que société civile. Est-ce que selon vous, les Maliens sont-ils dans la dynamique d'avoir de consensus? Bien sûr. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui empêche les Maliens d'arriver au consensus, c'est réellement les acteurs majeurs de cette situation. Qui sont ces acteurs majeurs-là depuis réellement février 91. Depuis que cette constitution est venue, les institutions que cette constitution a mis en œuvre, ces acteurs majeurs ne sont jamais tombés d'accord. Et ils ont travaillé à convaincre les Maliens à ne pas tomber d'accord. Aujourd'hui, il y a un travail extraordinaire, même déjà dans le langage politique, pour dire que oui, ceux-ci sont dignes d'être maliens, ceux-ci sont des pro-français, ceux-là sont des pro-russes, ceux-là... Mais si le politique lui-même, dans son langage, divise, met à dos le peuple pour pouvoir au moins se dire, ils ont leur phrase favorite ou leur expression favorite, majorité écrasante, on divise le peuple et on s'assure d'avoir, entre guillemets, la majorité écrasante. Mais en démocratie, aucune majorité
majorité ne doit écraser. Nous sommes entre Maliens. Qui écrase qui en réalité? Mais lors de sa prise de fonction, le Premier ministre était dans la dynamique de rassembler l'ensemble des Maliens. Aujourd'hui, est-ce qu'il est sur ce chemin-là, selon vous? Non, plus. Il a dit dans les discours. Le Premier ministre a tenu des propos à sa prise de fonction qui aujourd'hui ne sont plus d'actualité. Il est connu pour ça aujourd'hui. Moi, je suis désolé, partisan de personne, mais la vérité, c'est que le Premier ministre a l'habitude de dire des choses et de dire le contraire le lendemain. Quand il était porte-parole du comité stratégique, il a dit civil nommé par un militaire, il ne sera pas complice. Il est aujourd'hui civil nommé par un militaire. Quand il est arrivé devant le CNT, il a dit nous allons tenir les élections. Aujourd'hui, c'est les assises. Le lendemain, il a dit c'est les assises qui vont décider. Et après ça, il a dit bon, on ne pourra même plus faire les élections. Le Premier ministre change d'avis comme le ciel change de couleur. Et c'est ce qui rend difficile pour le peuple et pour les entités, notamment les partis politiques et la société civile, de participer à sa démarche. Parce que lorsque un individu change de position, on ne peut pas le suivre aussi bêtement et aveuglement. Ça, c'est une chose. Seconde chose, par rapport aux textes et aux réformes, il va falloir y venir. Politiquement, aujourd'hui, s'exerce au Mali ce qu'on appelle le pouvoir de la minorité. Quel est le pouvoir de la minorité? Ceux qui, pendant longtemps, se sont retrouvés en marge des démarches politiques parce que non seulement leur institution politique, c'est-à-dire les partis dont ils sont membres, n'ont pas su se faire entendre, aujourd'hui sont en train de créer des dispositifs qui veulent, eux, leur permettre de prendre un ascendant sur le reste des politiques. Et les gens s'en rendent compte. Donc, lorsque les gens s'en rendent compte, ils s'y opposent exactement. Une chose que nous pouvons recommander au Premier ministre aujourd'hui, une chose qui est très simple, c'est de ne pas faire un travail qui n'a pas de lendemain. Donc aujourd'hui, que ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, qu'ils les appellent, qu'ils discutent avec eux, qu'ils aillent vers eux, qu'ils aient cette humilité de même aller à la rencontre de ces partis lui-même, de discuter avec eux. Et si à l'issue de cela, ces partis ne changent pas d'avis ou refusent de participer, nous aurons des problèmes. Et pour les partis politiques, sincèrement, la politique de la chaise vide ne fonctionne pas. D'accord. Doumbia estime que ces réformes sont des réformes mornées. Alors, quelle garantie de ces nouvelles réformes dans la loi électorale après la fin de la transition? Vous savez, c'est l'analyse de Doumbia, je le prends avec des pincettes. Tu sais pourquoi? Parce que pour moi, si on fait l'analyse, il faut avoir tout ce qui est les tenants et les aboutissants de l'analyse avant de conclure. Ce que Doumbia a oublié, l'ensemble des acteurs de la société civile sont là-bas. Sont là-bas, à la rencontre. Je dis, il y a 4 partis politiques aujourd'hui qui ne sont plus là-bas. Et l'ADEMA, en tant que parti politique, c'est allié. Alors, qui tu demandes dans la rue? Il y a seulement le MPR. Le pouvoir est tombé dans leurs mains, qui sont les véritables, ceux qui ont détruit le pays à travers leurs mauvaises gestions, à travers leurs complots contre la nation malienne, et ils doivent répondre de leurs actes. Normalement, c'est en prison leur place. Et le parrainage était dans ce système. Et Tchiblé, les 6 derniers ministres, il était là-dedans, mon frère et ami. Alors, on n'est pas accepté cette vérité parce que, en disant c'est à moi des propositions, c'est à moi, les langages, les mots qu'il faut, c'est à moi de donner, nous ne sommes pas des suivisses. Nous avons 30 ans, 40 ans d'expérience politique. Est-il difficile d'avoir l'unanimité? L'unanimité, ce n'est pas possible. Même dans vos familles, vous n'avez pas de l'unanimité. Même dans vos familles. Il ne peut pas me dire le contraire, même dans vos familles. Mais on ne gère pas les familles au même titre que le pouvoir. La gestion du pouvoir, est aussi, on s'inspire de la gestion familiale et de la gestion des quartiers, la gestion des communes. Je dis aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a des hommes qui ont pris des positions très claires. Et le Premier ministre, la démarche qu'il est en train de faire, il a rencontré les Sidi. Et aujourd'hui, il est en train de rencontrer l'ensemble de la classe politique pour discuter avec eux, pour dire voici ce que nous proposons. Mais d'autres disent, non, nous avons, nous, notre proposition, acceptez notre proposition. Nous avons dit, si c'est votre proposition, allez-y à l'assise. À l'assise, on se retrouve là-bas, on va discuter et le peuple va trancher. Et le peuple, aujourd'hui, il n'y a pas une association, il n'y a pas la société civile au Mali qui n'est pas invitée et qui ne prend pas part. 4 personnalités, 4 structures ne prennent pas part. C'est pas eux le Mali. Selon Doumbia, le Premier ministre a changé du jour au lendemain. Est-ce que vous vous retrouvez? Il n'y a pas une part de vérité de ce que Doumbia a dit? Ce qu'il dit, parce que le Premier ministre, en tant qu'homme politique, menant le combat politique en son temps, et aujourd'hui il est responsable politique, n'est pas la même chose. Il enseigne, il sait ce que c'est que la politique. La politique, ce n'est pas du dogme ou ce n'est pas le Coran.
Il le sait très bien. Et aujourd'hui, c'est que le Premier ministre a dit. Tous les Maliens dignes, sincères se retrouvent dans ce langage du discours qu'il a tenu devant les Nations Unies. Tous les Maliens sont fiers et les Africains sont fiers. Parce que le problème, c'est qu'il a parlé au nom de l'Afrique. Et il a parlé au nom du président. Et le président lui-même a dit, restez compact derrière le Premier ministre. Et le Premier ministre est ma voix. Et nous continuons à progresser. Et ils sont d'accord, ils ont discuté avec ça. Pour essayer donc de faire avancer la chose. Même aujourd'hui, critiquer pour dire que le Premier ministre change, le Premier ministre ne change pas, c'est autre chose. C'est qu'il dit. Le moment il était responsable politique sur la chaîne politique. Mais pourtant, il a dit devant le CNT que les élections auront lieu à la date indiquée. Et il a dit aussi qu'il y a l'assise. Qui peut me dire le contraire? Il n'avait pas dit que l'assise est la priorité du gouvernement. Il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire comme vous le savez. Il est venu, d'abord, il y a eu l'accord signé avec la communauté internationale, les engagements de la communauté internationale. Il dit nous respectons les engagements de la communauté internationale, mais il y aura l'assise. Mais l'un des engagements de la communauté internationale aussi, c'est la tenue des élections. Oui, mais ça se fera. Mais aujourd'hui, qui peut me dire, en tant que Malien, qui peut accepter de dire que aujourd'hui, aller à une élection, s'il n'est pas apatride ou n'est pas aimé son pays, est-ce que nous pouvons aller à l'élection dans 3 mois? Qui peut me confirmer ça? Personne ne peut me dire pour faire une élection pour à 3 mois qu'on peut aller à une élection. Donc ça veut dire que ce n'est pas possible. Or, on a dit qu'il y a l'assise. L'assise va donner un programme. L'assise va déterminer. Et que tout le monde doit se retrouver dans l'assise. Et l'assise doit donner les orientations. Pourquoi on n'accepte pas ça? Et d'autres pensent parce qu'eux, ils étaient là. Le pouvoir est tombé dans leurs mains. C'est à eux de nous donner des directives. Je suis désolé, on ne le fera pas comme ça. Mais à la fin de la transition, est-ce que ces assises... Il y aura des consensus. Les Maliens vont se retrouver là-dedans. Parce que le débat se fera avec les personnalités qui sont chargées aujourd'hui d'organiser l'assise. Où ils ont été nommés, on a mis l'assise, on a mis les structures en place. C'est des personnalités, aujourd'hui les grandes personnalités du pays, qui vont organiser et l'État ne sera pas impliqué. D'accord, on va à la deuxième partie de ce grand dialogue. Dans un mémorandum publié cette semaine, le parrainant dénonce la dégradation de la situation sécuritaire, menaçant selon le parti l'existence même de l'État malien avec plus de 400 000 déplacés en septembre 2021, l'isolement diplomatique sans précédent du Mali, la fuite en avant et la fébrilité du gouvernement de transition. Sidi Touré, quelle lecture faites-vous de la gestion actuelle du pays? Donc pour nous, les autorités actuelles n'ont pas créé les conditions nécessaires pour le retour à l'ordre constitutionnel. Parce qu'aucun travail sérieux n'a été mené jusque-là pour l'organisation des élections libres et transparentes, premièrement. Deuxièmement, quand vous prenez la situation sécuritaire, elle ne fait que se dégrader de jour en jour. Tout le pays aujourd'hui est concerné par l'insécurité. Je n'apprends rien à M. Noutogo. Il vient bien entendu du pays d'Ogon. Il peut confirmer mes propos. La situation sécuritaire se métastase. Du nord, elle est maintenant au centre. Du centre, elle est à Sigasso. De Sigasso, c'est le Sahel occidental qui est concerné par l'insécurité. Et le parrainat a fait un diagnostic sans complaisance de la situation sécuritaire du pays. Mais cette situation sécuritaire existe bien avant la mise en place de cette Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Mais avec le départ du président Ibeka, les attentes étaient fortes. On comptait beaucoup sur les autorités actuelles pour restaurer davantage la sécurité. Au contraire, la situation ne fait que s'empirer de jour en jour. Les attaques, des villages brûlés, des champs brûlés, des populations déplacées. Et le Mali est devenu pratiquement un passoire. De morts par rapport à lorsque vous étiez j'ai dit la situation, je n'en disconviens pas. Au moment où on était aux affaires, il y avait l'insécurité, mais la situation est devenue pire. Il y avait plus de morts. Pire. Parce qu'à l'époque, c'est une partie du territoire qui était concernée, mais aujourd'hui, c'est tout le territoire qui est concerné par l'insécurité. Et nous, Togo ne peut pas dire le contraire. Donc, le parrainat a mis le doigt, bien entendu, c'est-à-dire que sur cet état de fait-là. Au-delà de ça, le Mali, aujourd'hui, est un pays qui est isolé au plan diplomatique. Vous ne pouvez pas lutter véritablement contre l'insécurité si vous n'avez pas de bons rapports avec nos voisins. Et au-delà de ça, le Mali a besoin aujourd'hui
de tous ses partenaires pour pouvoir lutter véritablement contre l'insécurité. Aujourd'hui, la crise diplomatique, ce n'est pas simplement avec l'Union. Le Mali est suspendu de l'Union africaine. Le Mali est suspendu de l'UA. Le Mali a des problèmes avec, bien entendu, c'est-à-dire que les États-Unis qui viennent tout juste, c'est-à-dire que de nous enlever de l'AGOA. Toutes choses qui permettaient justement à certains Maliens quand même d'assurer leur survie. Le Mali a été suspendu, même l'Union européenne a coupé son aide budgétaire à l'État du Mali. Donc ça veut dire quoi? Économiquement aujourd'hui, le pays est exsangue et au même moment, on veut nous faire croire que nous sommes souverains, nous sommes indépendants. On ne contrôle pas pratiquement, c'est-à-dire que les 2/3 de notre territoire, et vous appelez à des élections. Les populations, dans le document on en parle, il faut préciser. Nous avons clairement dit que face à la situation actuelle, nous avons fait le constat suivant, c'est qu'il est extrêmement difficile dans le contexte actuel de parler d'organisation des élections. Raison pour laquelle nous avons demandé au président de la République de faire appel, bien entendu, à toutes les forces vives de la nation, afin qu'on dégage une nouvelle feuille de route. Qu'on ait un Premier ministre moins clivant, un Premier ministre consensuel, un Premier ministre qui va rassembler les Maliens. Donc vous voulez qu'on renvoie le Choguel Kokalame? Mais Choguel, il n'est pas à la hauteur des enjeux. Je suis vraiment désolé. D'accord. Alors, le Mali isolé, le Mali a besoin de tous ses partenaires, un Premier ministre qu'il faut dégager. Est-ce que vous partagez cette analyse de la situation sécuritaire qu'il a décrite tout à l'heure? L'analyse de la situation sécuritaire, à mon avis, est que les attentes, il l'a souligné, étaient là. Et les attentes n'arrivent pas jusque par-dessus notre tête par hasard. C'est que les acteurs ont fait de cette situation sécuritaire leur flamme de combat, leur fer de lance. Ils ont dit, ça ne va pas sécuritairement, et si on ne change pas les acteurs, on va tous mourir. Donc il faut changer les acteurs pour qu'on ne meure pas. Et on a changé les acteurs, malheureusement cela ne suffit pas. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'aujourd'hui, il est important que les politiques cessent de vendre au peuple malien une formule miracle qui fonctionnerait, alors qu'ils savent pertinemment que ça ne fonctionnerait pas. Donc, à conduire le peuple à mettre ses attentes vraiment là où on ne peut pas les atteindre, dans ce contexte-là, est une chose qu'il va falloir arrêter. Seconde chose, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un militaire qui dirige le pays. Donc lorsqu'un militaire dirige le pays et que ce militaire, avant de devenir président de la République, était vice-président avec pour prérogative spécifique de s'occuper des questions de sécurité, on se disait qu'il y aurait une démarche différente, que la façon de gérer la situation sécuritaire allait différer. Mais la présence de ce militaire à la tête du pays est une bonne chose pour le moral des troupes, on l'a constaté. Mais est-ce que la transition est en train de faire face à, est-ce que la transition est en train de faire face à la situation actuelle du pays par rapport à l'insécurité? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que la sécurité au Mali aujourd'hui n'est pas gérée que par le Mali. Ça, c'est un fait. Un fait qui dit qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas l'entendre, mais l'aménagement, elle est là. Takuba est là. Les forces, en attendant de la CEDEAO, sont présentes. Nous faisons partie du G5 Sahel. Alors, nous sommes dans de nombreuses positions de défense qui relèvent de notre comportement à l'échelle internationale. Moi, je ne dirais pas à un Premier ministre comment gérer ses relations avec les autres pays. Il doit en savoir mieux. Donc, il y a très peu de conseils qu'on lui donne à ce niveau. Mais ce que nous ne comprenons pas, parce que moi, par exemple, je ne comprends pas, et les questions que je me pose, c'est les suivantes. C'est qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que, à Djenné, à quelques kilomètres de Djenné, on arrive à prendre en otage tout un village et que personne n'ait accès à ce village? Pourquoi est-ce qu'à Frabougou, nous n'avons pas su donner les bonnes réponses pour éviter la redondance même du cas Frabougou? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui en mesure de prévoir les déplacements et les mouvements de l'ennemi pour pouvoir, au moins, même si ce n'est pas riposter, mais positionner stratégiquement nos troupes? Ça, c'est des questions auxquelles j'aimerais voir le président Assimi répondre, j'aimerais voir Choguel y répondre. Mais pendant ce temps, il est occupé, et moi je pense que ça c'est vraiment inopportun, à parler de la communauté internationale partout où il va. Ce discours devant les Nations Unies auquel nous, Togo, a parlé, le commentaire que j'ai est le suivant. Un discours peut nous rendre fiers, mais peut aussi nous desservir.
il y a des choses qui nous rendent fiers, mais qui peuvent nous desservir. D'accord. Et la chose la plus importante, et permettez que je le précise dans ce cadre précis, c'est qu'aujourd'hui, si nous faisons frontière avec cet État-nation, et que nous ne sommes pas en de bons termes avec ces 7 États-nations, nous savons tous que le problème a débuté par notre fragilité au niveau des frontières nord. Si les autres frontières se fragilisent et que les patrouilles communes s'arrêtent et que le contrôle au niveau des frontières cesse, nous partons à la dérive. Et la preuve palpable que tout le monde aurait vue, c'est l'ex-otage qu'on avait libéré avec Soumaïla Cissé. Elle s'est retrouvée Sophie est revenue au Mali. Et il faut que les autorités maliennes mettent de l'énergie de nos gendarmes pour retrouver Sophie sur le territoire malien. Ça veut dire que n'importe qui, ça veut dire qu'aujourd'hui Yad peut être à Bamako et que nous ne serons pas où il est. Un Mali isolé, un Premier ministre qui n'est pas à la hauteur des attentes qu'il faut déposer. Le président de la transition, ça c'est l'explication de Sidi Touré. Et Doumbia disait que le président était bien avant un vice-président qui s'occupait des questions sécuritaires, qui aujourd'hui n'est pas en mesure d'amener la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Est-ce à dire que vous êtes au bout de l'échec aujourd'hui? Je veux rappeler à Nuntogo rapidement, comme il parle du pouvoir Ibeka qui est tombé, là, qui a perdu le pays, pourquoi est-ce que ce président précis va nommer le chef d'état-major, l'ancien chef d'état-major particulier du président Ibeka, comme chef de son... Vous aurez la parole, mais il va d'abord répondre à la question posée. L'école, c'est l'administration, non. Répondez d'abord à la question posée. Les militaires, je reviens, je vais le répondre après. Alors donc je dis, il est important, si je le réponds pour dire d'abord, les objectifs c'est de dégager Choguel, parce que Choguel est jeune. Il est gênant parce que même certains de leurs amis sont en prison, comme Boubei et d'autres. Tchéblin vient de le rendre, il est parti le voir donc pour un peu échanger avec lui. Et des partenaires que nous avons renvoyés ici au Mali, ils discutaient régulièrement avec eux, donc comme la CEDEAO ou d'autres. On sait ce qui se passe. Ils sont très proches de nos amis français, que tout le monde le sait. Mais est-ce que je reviens. Non, rassure-toi, parce que nous sommes sereins. Dans la gestion des affaires, on ne les gère pas avec l'émotion. On les gère avec responsabilité. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais il faut que les gens s'assument. Si vous avez la chance de gérer le pays, vous le gérez avec responsabilité. Aujourd'hui, nous pensons que l'aspect sécurité, effectivement, il y a des problèmes. Pour ne pas reconnaître ça, ce n'est pas être très honnête. Par exemple, chez nous, à Bankas, Koro, Douanza, il y a des problèmes très sérieux. Et ça, tout ça, comme tu l'as posé toi-même, ils étaient responsables, ils étaient des acteurs en son temps. Le moment où Tchéblin est mieux placé, c'est Tchéblin qui a discuté même à Ouagadougou pour que nous puissions gérer cette situation, pour finir avec cette histoire de rébellion. Ibeka, en fin de compte, a trahi donc ces négociations. Ils ont, avec Mara, voulu jouer. Et finalement, nous avons perdu le nord du Mali, jusqu'au centre. Centre, il y avait l'élection, le cas Soumaïla, il fallait, d'autres ont tenté de brûler le centre. En son temps, nous avons... Mais est-ce que dans tout ça, là, vous avez un plan de sortie de crise? Il y a des plans, on est obligé pour ne pas disparaître. Nous sommes obligés. Et ça se fera avec tous les Maliens. Parce qu'aujourd'hui, la situation a changé, les donnes ont changé. C'est la population elle-même qui va nous dire comment on doit être sécurisé. Le premier responsable pour la sécurisation, c'est la population elle-même, qui doit être des acteurs majeurs. Mais ce que les gens pensent aujourd'hui, c'est de venir à prendre des bics pour s'asseoir, pour dire que techniquement, qu'on va gérer, c'est pas comme ça, la situation a évolué. C'est ce qu'on apprend. Il nous reste 2 minutes, on va faire le tour de table. Sidi Touré, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, les autorités ont un plan de sortie de crise? Rapidement, il dit les Français sont nos amis, etc. Si les Français étaient nos amis, le Parena allait être le plus grand parti politique du monde. La preuve, en 2013, c'est le Parena qui a clairement dit qu'on ne peut pas organiser les élections au Mali parce que Kidal n'est pas dans le giron de l'État malien. Et à l'époque, Laurent Fabius, on a clairement dit à Laurent Fabius qu'il n'est pas le délégué général, c'est-à-dire que des élections en République du Mali. Nous, Togo, c'est-à-dire qu'il raconte des balivernes. Il dit, c'est-à-dire que ce qu'il veut. Donc, pour nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas
de visibilité et de lisibilité par rapport à la sécurisation des Maliens. Raison pour laquelle il faut travailler pour réunir rapidement les forces vives du pays afin qu'on puisse trouver un Premier ministre consensuel pour sortir de cette situation. Le Premier ministre consensuel, moi, j'ai la minute. Le Premier ministre consensuel, ça doit être, on doit continuer avec la logique pour relever le défi de l'histoire. Merci, on va continuer. Le seul point où nous se trompe, ce n'est pas sous Ibeka que le Nord est tombé, mais c'est grâce au coup d'État de 2012. En 3 jours, les 3 régions du Nord ont été prises. C'est sur ce mot que se referme ce grand dialogue dont le thème est sur la loi électorale. Nous étions avec Sidi Touré, secrétaire à la communication du parti Parena, Cheikh Oumar Doumbia, analyste politique, Nuhun Togo, président du parti Union pour la sauvegarde de la République UCR. À la présentation, je suis Imrana Kilomaïga. À la mise en onde de régie vidéo, Noungiré et Gagné à Kanté. Ce débat a été coordonné par Mohamedou Touré. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Studio Tamani, merci d'avoir suivi nos programmes de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain sur les antennes de nos radios partenaires. Studio Tamani, Auniche, Anya Bila Selou la Melila. Au Camben, Sini, ni Radio Sokile nous s'en fait. Studio Tamani, Yawan Kharadjen Yusjin Selananag, Nukfi Wenasi Harashka, Fadrajo Tanti Tamar Halina Gard Nasnata. Studio Tamani. Min joti on heɗade heeƴoji amen le ñalawma ko o en keɗidiran janggo dow radioji joɗɗidirɗi e amen ɗi. Studio Tamani wo fonda gwenda hanga jero kan warnate ho irga cera kube suba radio folla ke da jinde iga. Studio Tamani. Studio Tamani. Studio Tamani, merci d'avoir suivi nos programmes de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain sur les antennes de nos radios partenaires. Studio Tamani, Auniche, Anya Bila Selou la Melila. Au Camben, Sini, ni Radio Sokile nous s'en fait. Studio Tamani, Yawan Kharadjen Yusjin Selananag, Nukfi Wenasi Harashka, Fadrajo Tanti Tamar Halina Gard Nasnata. Studio Tamani. Min joti on heɗade heeƴoji amen le ñalawma ko o en keɗidiran janggo dow radioji joɗɗidirɗi e amen ɗi. Studio Tamani wo fonda gwenda hanga jero kan warnate ho irga cera kube suba radio folla ke da jinde iga. Studio Tamani. Studio Tamani. Studio Tamani, merci d'avoir suivi nos programmes de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain sur les antennes de nos radios partenaires. Studio Tamani, Auniche, Anya Bila Selou la Melila. Au Camben, Sini, ni Radio Sokile nous s'en fait. Studio Tamani, Yawan Kharadjen Yusjin Selananag, Nukfi Wenasi Harashka, Fadrajo Tanti Tamar Halina Gard Nasnata. Studio Tamani. Min joti on heɗade heeƴoji amen le ñalawma ko o en keɗidiran janggo dow radioji joɗɗidirɗi e amen ɗi. Studio Tamani. Studio Tamani. Studio Tamani wo fonda gwenda hanga jero kan warnate ho irga cera kube suba radio folla ke da jinde iga. Studio Tamani. Studio Tamani. Studio Tamani, merci d'avoir suivi nos programmes de ce jour.
Nous vous donnons rendez-vous demain sur les antennes de nos radios partenaires. Studio Tamani, Auniche, Anga Bila Selou la Melila. Au Kamben, Sini, ni Radio Sokile nous s'en fait. Studio Tamani, Yawan Kharadjen Yisjin Salanana, Nekfi Wanasi Harashka, Fad Radio Tanti Tamar Halina Gard Nasinata. Studio Tamani, min joti on heɗade heeƴoji amen le ñalawma ko o en keɓidiran janggo dow radioji joɗɗidirɗi e amen ɗi. Studio Tamani wafunda gwenda hanga jero kan warnate ho irga cere kube suba radio folla ke da jinde iga. Studio Tamani